Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition entièrement consacrée à celles et ceux qui galèrent au moment de remplir leur déclaration d'impôt. Les experts comptables sont à vos côtés pour répondre à des questions concrètes, des situations particulières, en un mot, pour vous accompagner dans cet exercice qui a été largement simplifié par le législateur, mais qui comporte encore et toujours son lot de subtilités. On appellera ça comme ça. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la déclaration des revenus d'activité, activité salariée, les frais professionnels, les revenus de chef d'entreprise. Et on va le faire avec l'appui de Laurent Benoudis, le président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Paris-Île-de-France. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, il est accompagné de Mehdi Aznaoui, qui est expert comptable et commissaire aux comptes à Paris. Je vous salue, messieurs. Bonjour Gabi. On a l'habitude de démarrer ces émissions Allo Impôt par les nouveautés qu'il faut retenir. Alors, en termes, pour les salariés par exemple, quelles sont les quelques nouveautés qu'il ne faut pas louper? Oui, alors, avec la crise sanitaire, il y a quelques aménagements qui ont été faits, notamment une exonération majorée pour les heures supplémentaires. Ça, c'est la première chose, donc il faudra en tenir compte. Pareil pour la prime PEPA, vous savez, la prime pour le pouvoir d'achat, qui est appelée autrement la prime Macron, donc qui reste exonérée. Et puis, la possibilité de déduire les frais liés au télétravail, si vous optez évidemment pour une déduction de vos frais réels et non pas forfaitaires. Alors c'est intéressant parce qu'on a de nombreuses questions évidemment sur ces aspects-là. Quelles sont les nouveautés pour les chefs d'entreprise? Pour les chefs d'entreprise, la déclaration elle va être bien modifiée. On avait avant deux déclarations, une déclaration qu'on appelait la déclaration de DSI, on déclarait en fait les revenus aux organismes sociaux d'un côté, et puis la déclaration d'impôt sur le revenu de 2042. Les deux ont été fusionnés, et donc maintenant il n'y a plus qu'une seule déclaration. Et dans la déclaration d'impôt sur le revenu de 2042, il va falloir déclarer à l'État et qui se transmettra ensuite à l'URSSAF, mais également aux caisses de retraite, le montant des rémunérations, mais également le montant de la CSG non déductible, le montant des cotisations sociales obligatoires, le montant des cotisations sociales facultatives. Donc ça va devenir un peu plus compliqué pour les dirigeants d'entreprise de remplir la déclaration d'impôt sur le revenu. Donc il va falloir cocher les cases et remplir les nouvelles rubriques. Alors vous connaissez la règle du jeu, on a collecté un nombre incalculable de questions qui ont été posées par les contribuables. Je ne suis que leur porte-parole et donc je vous les livre telles qu'on les a reçues. Mehdi, si vous voulez bien vous y coller. La première, j'ai changé d'employeur au cours de l'année 2020. Est-ce que je dois le signaler dans la déclaration de revenus? Bien, en principe, non, puisque ça a dû être fait par votre employeur. Donc, a priori, vous ne devriez rien avoir à faire. Néanmoins, il s'agit quand même de vérifier. C'est toujours une sécurité supplémentaire qui est bonne à prendre. Oui, c'est ça. Le dispositif se fait automatiquement, mais bon, on ne sait jamais. Un petit coup d'œil vaut mieux qu'une grande désillusion. J'ai effectué des heures supplémentaires en 2020. Quel est le montant de ces heures supplémentaires qui est exonéré? Alors, les rémunérations au titre des heures supplémentaires et complémentaires sont normalement exonérées à hauteur de 5 000 € par an. Néanmoins, cette année, comme l'indiquait Laurent, il y a un dispositif particulier lié à la crise sanitaire. Et donc, pour tout ce qui est heures complémentaires et supplémentaires qui auraient été faits entre le 16 mars 2020 et le 10 juillet 2020, eh bien, ce plafond d'exonération est porté à 7 500 €. Période du confinement. Absolument. Jusqu'à juillet. Est-ce que je dois déclarer les heures supplémentaires? Eh bien, tout dépend si ces heures sont exonérées ou non. Dans le cas où elles ne sont pas exonérées, elles sont à déclarer dans les mêmes rubriques finalement que le salaire. En revanche, si elles sont exonérées, eh bien, a priori, elles figurent de manière pré-remplie sur votre déclaration, donc vous n'auriez rien à faire. Alors, je me dis que parfois, l'information circule mal. On a énormément de questions sur le thème de la prime Macron. Je l'ai perçue, nous dit cet interlocuteur. J'ai perçu une prime PEPA. Est-ce que je dois la déclarer? Oui, alors prime PEPA, prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, prime Macron. Cette prime, pour rappel, donc, est perçue ou a pu être perçue par des salariés qui ont, dont le salaire ou la rémunération ne dépasse pas 3 fois le SMIC annuel, donc au cours des 12 mois qui précèdent donc son versement. Et en réalité, elle est exonérée. Elle est exonérée à hauteur de 1 000 €. C'est le cas général. Néanmoins, il y a un cas spécifique où cette exonération peut être portée jusqu'à 2 000 €. Et ce cas spécifique est celui dans lequel l'employeur a mis en œuvre un accord d'intéressement jusqu'au 31 août 2020. La prime est différente selon que j'ai travaillé sur mon lieu de travail habituel ou en télétravail? Oui, alors il y a une prime qui est spécifique effectivement au télétravail et qui est qui offre une exonération donc limitée à 5 500 €, enfin 550 €, pardonnez-moi. J'ai un petit doute sur le zéro. C'est 550 €
limite annuelle pour ce qui est de l'allocation liée au télétravail. Est-ce que les sommes perçues au titre de la participation et de l'intéressement sont imposables, nous demande cette personne. Vous savez, en fiscalité, j'ai toujours tendance à dire tout dépend. Donc là, j'aurais effectivement tendance à dire que tout dépend. Si cette participation, intéressement ont été versés par le salarié, donc qui fait ce choix sur un plan épargne entreprise ou un plan épargne salariale, eh bien dans ce cas-là, effectivement, ces montants-là sont exonérés d'impôts. Cela étant, cette exonération n'est pas absolue au total, elle est limitée à un montant de 30 852 €. Donc pour récapituler, si vous choisissez de verser sur un plan épargne, comme je le disais, là vous êtes exonéré à hauteur de 30 852 €. En revanche, si vous décidez de vous verser donc de vous accorder finalement cette participation, d'en bénéficier l'exercice même où elle a été versée par votre employeur, là, elle est imposable. Elle est imposable. L'indemnité de départ en retraite est-elle imposable? Bonne question. Je reviens sur... Ça dépend. Absolument. Donc ça dépend si cette indemnité ou ce départ à la retraite plutôt est à votre initiative en tant que salarié ou à l'initiative de votre employeur. Si c'est vous qui décidez de partir en retraite parce que c'est votre souhait, eh bien dans ce cas-là, cette indemnité de départ à la retraite est imposable. En revanche, si le départ à la retraite est à l'initiative de l'employeur, eh bien dans ce cas-là, il y a une exonération qui est prévue. Néanmoins, cette exonération est soumise à une limite. Ah oui, alors là, cette limite, elle est compliquée à calculer. Ouais. Est-ce qu'on se lance là-dedans ou pas? Eh bien, on pourrait. Je vais essayer de simplifier. Mais disons qu'il y a effectivement un plafond avec 3 montants différents. Et il s'agit de prendre le plus haut de ces 3 montants. Premier montant à prendre en considération, donc premier terme de référence, c'est l'indemnité de départ à la retraite qui est prévue par votre convention collective de branche, votre accord professionnel ou interprofessionnel, ou la loi. Donc ça, c'est le premier terme de référence. Deuxième terme de référence, il s'agit de prendre 50% du montant qui vous est versé par votre employeur. Troisième montant de référence, il s'agit de prendre 2 fois la rémunération annuelle que vous avez perçue en tant que salarié au titre de l'année civile qui est antérieure à l'année de versement de l'indemnité. Donc il y a ces 3 modes de calcul et je prends le plus avantageux. Absolument. Vous prenez le plus haut de ces montants, de ces 3 montants, et le plus haut de ces 3 montants constituera votre plafond d'exonération. J'ajoute un surplafond, si j'ose dire, parce que ce serait trop simple sinon. Il y a effectivement un plafond qui est 6 fois le PAS, le plafond annuel de sécurité sociale. 5 fois. Laurent me corrige à juste titre. Donc, alors j'ai pas le montant exact, mais bon, le PAS on serait autour de 200 000 €, un peu plus. Voilà. 246 000 apparemment, quelque chose comme ça. Donc je répète, montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective, moitié de l'indemnité de mise à la retraite perçue, ou bien 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de sa dernière année d'exercice. Absolument. Et là, on choisit ce qui est le plus avantageux. J'ai touché une indemnité de licenciement. Est-ce qu'elle est imposable, cette indemnité de licenciement? Eh bien, on va reprendre exactement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire à ceci près qu'effectivement, là, a priori, on ne choisit pas d'être licencié. Lorsqu'on peut choisir d'aller à la retraite ou pas, mais on ne choisit pas d'être licencié. Donc en fait, on entre directement dans la logique qu'on vient d'exposer par rapport à ces 3 montants que j'ai évoqués. Donc je ne pense pas qu'il soit forcément nécessaire de les répéter ou les redire, mais en tout cas, je renvoie à la question antérieure et en guise de réponse. À ceci près que pour ce qui est de l'indemnité de licenciement, il s'agit de s'attarder ou d'aller prendre l'indemnité de licenciement qui figure sur la convention collective. On n'est plus sur l'indemnité de départ à la retraite, sur la convention collective. On est sur l'indemnité de licenciement. C'est un autre chapitre de la convention. Mais les montants, à ceci près, les montants, donc les 50% de l'indemnité perçue, les 2 fois la rémunération annuelle, etc., sont exactement les mêmes. Et le plafond également, le plafond du PAS est le même. Alors, c'est un phénomène qui va crescendo, c'est des indemnités de rupture conventionnelle. Et donc, on a forcément beaucoup de questions sur cette thématique. Qu'en est-il si j'ai perçu une indemnité de rupture conventionnelle? Est-ce qu'elle est imposable ou pas? Idem. Je renvoie à ce que je viens de dire. Effectivement, elle est imposable ou elle est exonérée à hauteur du plus haut des montants que nous avons évoqués, donc convention collective, 50% du montant perçu ou 2 fois la rémunération annuelle. Alors, on bascule sur des questions liées à la famille. Tiens, j'ai la garde de mes enfants. Mon ex-conjoint me verse une pension alimentaire.
est-ce que je dois déclarer cette pension alimentaire? Absolument. Absolument. Il y a même un libellé particulier, une case particulière qui porte le libellé pension alimentaire perçue. Et donc, il s'agit de mettre le montant de cette pension au niveau de cette case. Alors, sur les frais professionnels, on a regroupé un certain nombre de questions qui nous sont posées. Les remboursements de frais réels sont-ils à déclarer? Tout à fait. Non seulement ils sont à déclarer, mais ils sont imposables. Donc la totalité des indemnités que vous auriez à percevoir en couverture de vos frais professionnels sont à déclarer. Et on vise par là les indemnités que vous percevez au titre de votre trajet, enfin des frais de déplacement, de ce qui est votre trajet du domicile au travail, les avantages en nature, l'avantage représentatif de la mise à disposition d'un véhicule. Tous ces avantages-là correspondent à des indemnités qu'il s'agit de déclarer. Il ne faut surtout pas oublier de déclarer. Si on opte pour le réel. Si on opte pour le réel, absolument. Alors, on revient sur le télétravail, on va revenir et répéter ce que vous avez dit tout à l'heure. En raison de la crise, j'ai télétravaillé, mon employeur m'a versé des indemnités. Comment est-ce que je les déclare? Alors là, il y a une exception à la règle qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'on vient de dire qu'effectivement, les indemnités qui couvrent les frais professionnels sont imposables, donc à déclarer. Alors, on vit des temps très particuliers, donc il y a beaucoup de dispositifs qui sont exceptionnels, et il y en a un qui est prévu à ce titre. Et donc, c'est que lorsque je télétravaille et que je perçois donc des indemnités à ce titre de la part de mon employeur, je peux exonérer ces indemnités-là à hauteur de 550 € annuellement. Donc, il y a une limite annuelle de 550 € à prévoir sur ces indemnités. On va vous laisser respirer. Quels sont les frais couverts par le barème kilométrique? On peut prendre le relais? Allez, quasiment tout. Si c'est un véhicule thermique, vous avez les frais de réparation, d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant, les primes d'assurance. La seule chose que vous pouvez rajouter en plus, c'est les péages et les parkings. D'accord, mais tout le reste, l'entretien de la véhicule, l'essence, etc. Ça, c'est pour les véhicules diesel, essence. Thermique. Et pour les électriques, eh bien là c'est pareil, location de batterie, les frais liés à la charge sont pris en compte au titre des frais de carburant, sont donc déjà inclus dans le barème. Donc même chose, vous ne pouvez déduire en plus des indemnités kilométriques que le montant de vos parkings et de péage. Bien. Est-ce que je peux déduire mes frais? Alors là, je confesse ne pas bien comprendre. Est-ce que je peux déduire mes frais de double résidence? Si oui, lesquels et sous quelles conditions? Double résidence, expliquez-moi. Vas-y. Eh bien, c'est assez simple en réalité. Si vous êtes obligé, pour des raisons professionnelles, d'avoir une résidence secondaire, le législateur prévoit que les frais qui sont relatifs à cette résidence secondaire puissent être déduits. Cela étant, et donc quelque part on est dans le cas où pour des raisons professionnelles vous êtes quasiment obligé d'avoir deux domiciles, donc votre domicile classique. Par exemple, je travaille à Marseille, la capitale, voilà. Et puis je travaille aussi à Paris. Voilà, et surtout votre domicile habituel ou commun est par exemple à Paris, mais vous devez travailler à Marseille et pour ce faire, vous devez avoir une résidence secondaire. Il va falloir prouver quand même que j'y suis vraiment souvent. Si vous êtes marié et que votre épouse travaille à Marseille et que vous vivez avec vos enfants à Marseille qui sont scolarisés à Marseille et que vous avez un contrat de travail qui vous oblige de venir passer 3 jours par semaine à Paris, par exemple, vous avez bien une double résidence. On est bien d'accord. Mais il faut pouvoir justifier qu'il y a des raisons. Parce que on ne peut pas dire, moi je préfère habiter à Marseille parce que le week-end c'est quand même plus sympa, je vous confirme, mais je viens travailler du lundi au vendredi. Alors le temps, célibataire, divorcé, sans enfant à charge. Oui, ça ne marchera pas. D'accord. Donc là, les frais de double résidence engagés ou prolongés pour des raisons qui répondent à de simples convenances personnelles ne sont pas admis. Absolument. Les revenus des chefs d'entreprise. Je suis gérant majoritaire d'une SARL à l'IS. Comment déclarer mon revenu imposable? Elle est à déclarer sur la ligne 1GB de la déclaration de revenus, donc la rémunération perçue par le gérant majoritaire. Et en cas d'option pour les frais réels, il faudra mentionner sur la ligne, ces frais réels sur la ligne 1AK de la déclaration. Et il y a le volet social dont on parlait au tout début. Alors le volet social, effectivement, s'y attarder, je pense qu'on y parlera un petit peu plus tard probablement, mais effectivement, il s'agit de vérifier en fonction de notre situation, si on est tenu ou pas de remplir les cases correspondant à ce volet social. Je suis auto-entrepreneur, je relève du régime micro. Où déclarer mes revenus? Que diantre? Eh bien, vous pouvez, cher Gabi, déclarer vos revenus sur la déclaration 2042 C-Pro au niveau de la rubrique qui concerne votre activité, enfin le revenu catégoriel qui
qui correspond à votre activité, donc soit en BIC, en BNC ou en BA. Alors celle-là est assez intéressante. J'ai créé ma société en 2020. C'est gonflé. Puis-je déduire l'apport en capital de mon impôt sur le revenu? Eh bien non. Vous êtes audacieux, enfin vous y allez parce que vous créez... Audacieux et plus élégant que gonflé, mais ça revient au même dans la période que nous avons vécue. Pour autant, donc vous ne pouvez pas déduire le montant de votre investissement. Néanmoins, il s'agit de préciser quand même qu'il y a un petit bonus, si j'ose dire, c'est que vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt de 18% ou de 25% en fonction de la date de versement du capital. Il y a de nouvelles rubriques dans la déclaration des revenus professionnels. Est-ce que je suis concerné en tant que chef d'entreprise? Eh bien, vous êtes concerné si vous relevez du régime social des travailleurs indépendants. Donc, si vous exercez, vous êtes un travailleur indépendant, vous exercez une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et vous êtes affilié au régime général des travailleurs indépendants, eh bien, dans ce cas, vous êtes concerné par le nouveau dispositif qui prévoit que vous portiez sur votre déclaration de revenus toutes les informations relatives à votre statut social, donc aux cotisations, etc. Et comme le disait Laurent Benoudi, ces informations sont transmises à l'URSSAF, aux caisses de retraite, à l'issue de la validation de votre déclaration. Ça, ce sont les impôts qui le font, automatiquement. Déclaration unique, maintenant. Je suis déficitaire compte tenu de la crise sanitaire. Est-ce que je dois remplir les nouvelles rubriques sociales? Je suis déficitaire. Alors, la circonstance, hélas, que vous soyez déficitaire, n'a absolument aucune incidence sur votre obligation de remplir la déclaration et les rubriques sociales relatives, enfin, qui se trouvent au niveau de votre déclaration. Donc la réponse est non. Dès lors que vous relevez de ce régime, donc que j'évoquais plus tôt, donc de régime général des travailleurs indépendants, vous êtes tenu de remplir, quelle que soit la circonstance même déficitaire ou pas. Même si l'exercice a été déficitaire. Exactement. Donc, est-ce que je dois renvoyer ces informations sociales aux caisses de retraite? Ça, on y a répondu. Non. Automatique. Et alors, cette question-là, qui est très précise, en tant que professionnel de santé, je relève du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Suis-je également concerné par les nouvelles rubriques? Alors non. Non, vous n'êtes pas concerné. Effectivement, il y a un certain nombre de cas spécifiques et je vais les citer, je vais en citer quelques-uns en tout cas. Donc, si vous relevez du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, vous n'êtes pas concerné. Si vous relevez du régime de la mutualité sociale agricole, vous n'êtes pas concerné. Si vous relevez du régime général des salariés, vous n'êtes pas concerné. Régime artiste-auteur, pas plus. C'est un peu vous, ça, Laurent, artiste. C'est ça, j'ai ça, oui. Et le régime, alors pour être exhaustif, peut-être régime des marins-pêcheurs et des marins du commerce, pas plus non plus. Pas plus non plus. Et les auto-entrepreneurs? Eh bien, les auto-entrepreneurs ne sont pas concernés. Donc, bien. Voilà. Écoutez, on a déjà répondu à pas mal de questions. On va s'arrêter là. Simplement, on va rappeler quand même ce rendez-vous du 25 au 27 mai. Les experts comptables sont sur le pont. Ah ouais. Pendant ces 5 jours, une centaine d'experts comptables qui se relayent en permanence pour être 10-15 à chaque demi-journée et répondre aux appels des contribuables qui se posent des questions sur la manière de remplir cette déclaration d'impôt cette année. Avec des nocturnes et avec un numéro vert 08 065 432 08 065 432 qui doit s'afficher à l'écran. C'est gratuit. N'hésitez pas, vous serez bien reçus par des experts comptables chaleureux comme nos amis qui nous ont répondu aujourd'hui. Merci d'avoir participé à ce rendez-vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures fiscales.